Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Dr. Karine Provost, qui est une médecin en médecine nucléaire. Elle travaille présentement au CHUM. Oui, puis ça a été vraiment intéressant d'apprendre à connaître cette spécialité-là, que, tu sais, le nom, il fait quasiment peur, là. Médecine nucléaire, on pense que c'est comme des explosions, ce genre de choses, mais finalement, non, là, tu sais, c'est une spécialité qui ressemble un peu à radiologie, mais qui a comme ses petits côtés... leur petit côté à eux, un peu plus comme de technologie nouvelle. Donc, c'est vraiment une spécialité à découvrir. Bonne écoute. Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise. Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecins. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement. Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine. Merci beaucoup, Dr. Provost, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Donc vous, est-ce que vous avez toujours su que la médecine, c'était ça que vous alliez faire dans la vie? La médecine, en général, non. En fait, tout le monde me disait tu devrais aller en médecine. Quand tu es un bon étudiant, tu fais souvent dire ça. Puis moi, je refusais de me plier aux stéréotypes. Ouais. J'ai envisagé toutes sortes de choses, entre autres l'actuariat. Jusqu'à temps que je fasse un stage d'observation durant un été, puis j'ai vraiment pas aimé ça. OK. Fait que j'ai reconsidéré la médecine, finalement. J'ai changé de programme au cégep parce que j'avais pris sciences pures et appliquées. Je voulais rien savoir de sciences de la santé. Finalement, j'ai changé. Puis depuis ce temps-là, je suis très contente de mon choix. Fait que vous êtes rentrée directement après le cégep? Oui. Puis est-ce que, quand vous êtes rentrée en médecine, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire? Non plus. Au début, j'étais très intéressée par les spécialités chirurgicales, chirurgie cardiaque, parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer une chirurgienne cardiaque pédiatrique qui m'avait beaucoup inspirée. Mais finalement, au fil du temps, au fil des stages, j'ai découvert d'autres spécialités qui me convenaient peut-être un peu mieux. Puis comment vous avez découvert? Il me semble que c'est une spécialité, tu sais, qu'on n'a pas, nous, à Meilleur, dans nos rotations obligatoires. Et qu'est-ce qui vous a attiré un peu d'aller faire un stage dans ce domaine-là? Oui, effectivement, la médecine nucléaire, c'est pas une spécialité à laquelle on est confronté nécessairement dans les stages, là, surtout à l'externat. Surtout maintenant, en tout cas à l'Université de Montréal, on a modifié le cursus de sorte que même en radiologie, c'est plus difficile d'avoir une exposition au préclinique. Donc, moi, quand j'étais à McGill, j'ai eu la chance d'avoir un cours de médecine nucléaire. Je pense que c'était à la première année d'externat. Ou en fait la première année de préclinique. Puis j'ai découvert cette spécialité-là que je connaissais pas du tout via ce cours-là. Puis j'ai discuté un petit peu avec le résident qui donnait le cours. Puis ça m'a donné envie de voir un peu c'était quoi. Donc je suis allée faire des stages d'observation, ensuite des stages électifs. Là, j'ai fait 3 stages pendant les études en médecine. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement de cette spécialité? Ben en fait, c'est très techno, là, si on veut, comme spécialité. Il y a beaucoup de nouvelles innovations, de nouvelles technologies. Également, moi, je retrouvais beaucoup l'aspect sciences fondamentales que j'aimais avant de décider d'aller en médecine. Tout ce qui est physique, mathématiques, radioprotection, radiopharmacie, tout ça, qui est quand même important dans la spécialité. Donc ça m'intéressait beaucoup. Puis aussi, c'est une spécialité qui est très, très vaste. Donc, on touche vraiment à tout, là. Donc, je trouvais ça intéressant de pas nécessairement se fermer à un seul organe ou un seul système, mais de garder vraiment une expertise dans toutes les différentes sphères. Donc là, vous avez appliqué en résidence oui. Là-dedans. Puis ça ressemble à quoi, la résidence en médecine nucléaire? La résidence en médecine nucléaire au Québec, c'est 5 ans. Donc, on applique directement en médecine nucléaire. Il y a la première année, comme la plupart des spécialités, c'est une année de tronc commun, là, donc des spécialités plus des stages, c'est-à-dire de médecine, de chirurgie, là, plus générale.
avec les gardes, puis tout ça. Bon, pas mal tout le monde passe par là, c'est ça. Puis ensuite, les 4 années subséquentes, mais c'est des stages en médecine nucléaire. Puis on a, à l'Université de Montréal, en tout cas, on a environ 6 mois de stage en radiologie dédiés. Mais sinon, le reste, là, donc au total, à peu près 3 ans et demi, c'est vraiment médecine nucléaire. Okay. C'est quoi les grandes différences entre, mettons, radiologie puis médecine nucléaire? On dirait que dans ma tête, c'est comme... Ça se ressemble beaucoup, là, mais... Oui, bien, c'est similaire, mais en même temps très différent. C'est sûr que, bon, ça reste une spécialité d'imagerie médicale, là, à la base. Donc, oui, il y a beaucoup de similarités de ce point de vue-là. On reste dans le diagnostic beaucoup. La plupart de notre pratique, c'est du diagnostic qu'on fait. Pour ce qui est des différences, nous, on s'intéresse vraiment plus à l'aspect physiologique. Donc, on injecte des radiotraceurs, on regarde plus la physiologie. C'est dynamique comme processus pour la plupart des examens. Alors qu'en radiologie, c'est plus anatomique ou statique. On fait un scan, puis c'est ce qu'on voit à ce moment-là. Donc, c'est quand même les différences principales. Sinon, en radiologie, il y a aussi l'aspect intervention que certains radiologistes font. Pas tout le monde en fait, là, mais les biopsies, les interventions vasculaires, etc., que nous, on ne fait pas. Mais à l'inverse, nous, on fait des traitements aussi, en oncologie surtout. Ouais. Donc, il y a vraiment une combinaison de diagnostic puis thérapeutique. Avez-vous hésité entre les deux, mettons? De mon côté, pas vraiment. C'est sûr que j'avais déjà fait presque tous mes stages, là, comme je dis, 3 stages électifs. Là, je sais pas combien vous en avez maintenant, mais je pense que, en tout cas, nous, il y en... Une couple de semaines. Oui, c'est ça. On n'a pas énormément de stages électifs. Donc, moi, j'avais concentré plus sur la médecine nucléaire. Pathologie aussi, j'aimais ça. Donc, j'avais exploré un petit peu les deux. Mais moi, ce qui m'intéressait plus, c'était vraiment l'aspect physiologique, pathophysiologie, vraiment comprendre le mécanisme derrière les maladies, plus que le volet anatomique. Donc, à ce sens-là, je pense que j'aurais même aimé mieux peut-être faire pathologie que radiologie si j'étais pas allée en médecine nucléaire. Puis, est-ce que vous voyez des patients au quotidien? Là, vous avez dit que vous suivez aussi des traitements parfois, fait que ça doit quand même vous amener une partie un peu plus longitudinale de soins. Oui, effectivement. Donc, je dirais que la majeure partie de la journée, ça reste quand même le volet plus diagnostic, donc lire les scans dans mon bureau, là, essentiellement, ou avec les résidents. Mais le volet thérapeutique prend de plus en plus de place. On fait de plus en plus de traitements pour les cancers de la prostate, entre autres, pour les tumeurs neuroendocrines. Cette année, il y a un nouveau traitement qui a été approuvé par Santé Canada qu'on ne faisait pas avant, donc ça commence à prendre la place. Il y en a un nouveau aussi pour la prostate qui est approuvé depuis quelques mois aux États-Unis, qui s'en vient au Canada à l'automne. Donc, c'est quelque chose qui évolue beaucoup, mais je dirais que dans les 2-3 dernières années, définitivement, ça prend plus de place, le volet traitement. Puis ça, j'ai l'impression que ça doit être... vraiment, comme vous le dites, quelque chose qui évolue rapidement avec tout le temps des nouveaux traitements. C'est quelque chose de stimulant dans la spécialité? Oui, c'est sûr. C'est ça, comme même là, cette semaine, je commence un nouveau traitement que moi, j'ai jamais fait personnellement. Donc là, j'ai mes collègues qui sont allés faire des formations en Europe, qui vont m'aider à apprendre là, au fur et à mesure comment on fait ce nouveau traitement-là. Donc, c'est sûr que c'est vraiment intéressant parce que ça reste stimulant de toujours avoir des nouvelles options aussi à offrir aux patients. Puis c'est quoi les conditions, mettons, que vous voyez le plus? Beaucoup de cancers, j'ai l'impression? Ou? Oui, c'est sûr que pour le volet thérapeutique, c'est beaucoup de l'oncologie. On fait aussi quelques maladies bénignes comme, par exemple, pour la thyroïde, on traite des patients avec maladie de Graves, des choses comme ça, qui ne sont pas des cancers. Sinon, bon, pour le diagnostic, on fait beaucoup d'oncologie aussi, la TEP, la tomographie par émission de positron, qu'on fait beaucoup au CHUM, entre autres, là, dans les centres universitaires. Ça, c'est plus d'oncologie, mais on fait aussi tout ce qui est infection, inflammation, sarcoïdose, des choses comme ça. Puis, le volet médecine nucléaire générale, on fait beaucoup de cardiologie. Pour les embolies pulmonaires, des scintigraphies vécues. Endocrino aussi, on en fait beaucoup pour la thyroïde, entre autres. Osseux.
Ça peut être oncologie ou non. Là. Ça peut être des fractures, des infections, ostéomyélite, tout ça. Oui. Fait qu'il y a quand même des gens en médecine nucléaire, plus en région, tout ça. Faut pas que tu sois simplement dans un centre universitaire pour pratiquer cette pratique-là. Non, effectivement. On est au Québec, à ce jour, je pense, environ 120 quelques nucléistes, là, autour de un peu plus que 100. Puis c'est vraiment pas la majorité qui sont dans des centres universitaires. En fait, c'est une minorité. Il y en a jusqu'à Val-d'Or, en Gaspésie, à Chandler. Il y a un centre de médecine nucléaire là-bas. Donc, c'est vraiment... en fait, à Val-d'Or, récemment, ils ont eu un TEP scan comme on a au CHUM. Donc, au Québec, on est vraiment chanceux pour ça. Il y a des TEP scans même dans les régions éloignées. Wow. C'est très bien pour les patients, parce que ça leur évite de venir à Montréal ou à Laval ou quelque part plus proche des grands centres pour avoir à faire leurs examens. Oui, mais c'est ça, je voyais. Le ratio, mettons, par rapport à 100 000 de population, au Québec est quand même vraiment plus élevé qu'ailleurs. C'était comme dans les 2 points quelques versus genre 0 points quelques ailleurs, là, dans les autres provinces. C'est-tu parce qu'on est plus comme avancé au Québec de ce niveau-là en médecine nucléaire? Oui, définitivement. On a la chance d'avoir un accès très, très développé, incluant dans les régions éloignées pour la médecine nucléaire. Entre autres, le nombre de TEP scans, là, comme je disais, qui est accessible même dans les régions. Puis également, juste l'accessibilité de l'examen est meilleure. Comme par exemple, en Ontario, il y a quand même des restrictions pour avoir un TEP scan. C'est seulement certaines indications qui sont retenues, alors que, comme pour avoir un TEP scan pour infection, c'est beaucoup plus difficile dans certaines régions, dans certaines provinces, quand c'est pas de l'oncologie, et même certains types de cancers qui ont un accès restreint, en fait, là, à la TEP, alors que nous, on a la chance de pouvoir l'offrir à beaucoup plus de patients. C'est une question de coût, ça, qui restreint l'aspect, ou de personnel, de manque de personnel, ou c'est parce que c'est les guidelines scientifiques? Oui, je pense que c'est plus politique. Okay. Donc, coût, définitivement. Une machine TEP, c'est quand même assez dispendieux. Là, donc j'imagine. Et puis, également, le volet expertise. Ici, on a vraiment une grande expertise en médecine nucléaire. On est chanceux d'avoir des bons programmes de formation. On a 5 résidents par année au Québec. C'est quand même bon. À travers les 3 programmes universitaires. Donc, il y a Sherbrooke, McGill, puis l'Université de Montréal. Puis également, on a quand même là, une expertise. Là, tous les nucléistes ici sont formés en médecine nucléaire spécifiquement. On passé l'examen du Collège royal en médecine nucléaire, ce qui n'est pas le cas dans d'autres provinces. Dans d'autres provinces, il y a une espèce de ligne floue pour l'imagerie, où des fois, il y a des radiologues, des cardiologues, des internistes, des endocrinologues qui peuvent faire diverses tâches d'imagerie, là, que ce soit en radiologie, en médecine nucléaire. C'est ça. Fait que ça explique en partie la force que nous, on a par rapport à d'autres provinces. Puis avoir un bon accès à la médecine nucléaire, ça apporte quoi comme bénéfice, mettons? Pour les patients? Oui, ben c'est certain que les examens qu'on fait, c'est des examens de technologie très avancée, donc plus de précision diagnostique, plus de spécificité pour certaines maladies, donc mieux orienter le traitement. Définitivement un plus pour les patients, c'est certain. Okay. Puis, admettons, là, vous travaillez en centre universitaire au CHUM. Est-ce que, même si vous êtes en centre universitaire, vous avez une pratique vraiment diversifiée de toutes les conditions que vous nous avez listées? Oui. Nous, étant donné qu'on est quand même des petites équipes, malgré le fait qu'on est beaucoup relativement de nucléistes au Québec, là, ça reste quand même des petites équipes. Donc, on fait vraiment une rotation. Une journée, je peux faire tout ce qui est les examens de cardio. Une journée, je fais la clinique de thyroïde, je vois tous les patients. Une journée, j'ai des traitements de cancer, de prostate. Une autre journée, je fais l'oncologie. Moi, ma spécialité, ma surspécialité, je devrais dire, c'est tout ce qui est neurodégénératif. Donc, les TEP pour les démences, pour l'Alzheimer, entre autres. Donc, je fais un petit peu plus de ça, mais je fais quand même tout le reste aussi. Puis, est-ce que... excusez, j'ai un petit blanc de ce que j'allais dire. Je peux, Ça va revenir. Oui, tu vas repenser. Puis, est-ce que dans votre surspécialité, vous avez fait où votre fellowship, maintenant? Oui, moi, j'ai fait un fellow à San Francisco.
C'était à UCSF, l'Université de San Francisco. C'était un centre spécialisé pour la recherche sur les maladies neurodégénératives, beaucoup d'Alzheimer, mais aussi d'autres maladies, démence frontotemporale, entre autres, spécifiquement en TEP. OK. C'est quoi qui vous a attiré d'aller là-dedans, spécifiquement? Ben moi, dès que j'ai commencé à lire ce type d'examen-là, quand j'étais résidente, j'ai vraiment aimé ça. Là. Ça a été comme un coup de cœur. J'adorais ça. C'est pas pour tout le monde. C'est très, on va dire, ésotérique. Là. Il y a beaucoup de résidents et même de patrons qui disent « Ah, non, moi, la neuro, je veux pas toucher à ça. » Comment ça, ésotérique? Oui, je sais pas. C'est plus les pathologies, je pense, que les gens connaissent un petit peu moins bien, parce qu'on est habitué de beaucoup lire sur l'oncologie, sur tous les autres systèmes, les maladies cardiovasculaires, tout ça, mais neurodégénératif, c'est comme un petit peu moins peut-être exploré là, durant la résidence. Puis c'est aussi une spécialité qui se développe énormément. À chaque année, il y a des nouvelles découvertes, même en pathologie. On pense qu'on connaît tout, là, mais non. C'est vraiment en évolution, ça aussi, beaucoup. Donc, il y a des nouveaux traceurs aussi qui se développent pour le diagnostic, entre autres des traceurs pour les plaques amyloïdes, pour les protéines tau, qui viennent juste d'être approuvés dans les dernières années aux États-Unis. Au Canada, il y en a un des deux qui est approuvé, l'autre n'est pas encore approuvé. Donc, ça aussi, c'est vraiment tout le temps l'évolution. En évolution. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Je me rappelle de ma question. Vous avez parlé que vous êtes des petites équipes. Oui. Et je me demandais comment ça fonctionnait les gardes. Est-ce que vous devez en faire beaucoup à cause que vous devez compenser par le fait que vous êtes moins? Oui, bien, c'est certain que un centre où nous, on est assez chanceux en ce sens que, bon, on est une petite équipe, mais on est quand même plusieurs étant donné qu'on est dans un centre universitaire. Là, donc, les gardes reviennent un petit peu moins souvent, mais il y a des centres en périphérie où ils sont juste 2 ou 3 ou même des fois 1. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que oui, les gardes reviennent plus souvent. Mais l'avantage qu'on a, c'est certain qu'on utilise des isotopes radioactifs. Donc, il y a une décroissance radioactive, ce qui fait en sorte que la nuit, il n'y a pas vraiment d'activité là, qu'on a pour injecter les patients. Donc, on n'injecte pas les patients la nuit, en fait. On n'a pas accès aux produits radioactifs. Okay. Là. Ça serait trop cher, en fait, d'avoir cet accès-là. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Donc, c'est un service qui est offert pendant les heures ouvrables, heures variables selon les hôpitaux, le personnel, tout ça. Puis la fin de semaine aussi, le même principe. Ah, c'est intéressant. Donc, on ne se fait pas vraiment réveiller la nuit. Oui, c'est ça. Donc, vous avez des gardes, mais ils ne sont pas trop occupés, puis en général, ils sont assez viables. Oui, bien, c'est occupé, mais c'est pas la nuit, au moins, c'est ça. Je comprends. Ouais. Okay. Donc, est-ce que vous diriez qu'il y a une bonne qualité de vie en médecine nucléaire, overall? Quand même, oui. C'est variable d'un centre à l'autre, je pense. Là. Ça dépend. Comme nous, en ce moment, on est à court d'effectifs médicaux. Là. On est à peu près un tiers short là, en termes de postes. Donc, c'est sûr qu'on travaille un petit peu plus en ce moment. Mais en général, je pense que c'est quand même un bon équilibre travail, reste de la vie. Est-ce que le short est parce que les places se remplissent pas? C'est multifactoriel. D'une part, la spécialité est quand même assez vieille en termes d'âge moyen d'un nucléiste au Québec. Donc, il y a beaucoup de départs à la retraite dans divers milieux. Ce qui fait que dans les prochaines années, il y a beaucoup plus de postes à pourvoir que de résidents finissants. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a quand même juste 5 finissants par année si tout va bien. Des fois, il y en a qui abandonnent, qui changent. C'est ça, ou congé XY. Là. Donc, en général, il y a 5 finissants par année, mais c'est pas toujours le cas. Puis également, nous, en centre universitaire, c'est sûr que ça demande un fellow. Donc, quand il y a des postes partout, tu as le choix d'aller travailler dans un centre juste, disons, sur la rive nord ou la rive sud, juste à côté de Montréal. Tu n'as pas besoin de fellow, tu vas faire les mêmes examens que dans un centre universitaire. C'est un petit peu plus difficile de convaincre les gens. Ça prend vraiment une vocation universitaire, de recherche, d'enseignement. C'est ça, c'est pas tout le monde qui l'a, donc ça complique un petit peu le recrutement, mais en général, on est quand même correct.
Vous avez parlé aussi que la technologie avance vraiment vite, fait qu'il y a sûrement de plus en plus de choses que vous pouvez faire. Est-ce que vous sentez que la charge de travail est de plus en plus grande aussi sur les médecins nucléaires? Oui, tout à fait. Donc, entre autres, les traitements qui sont en développement, ça demande beaucoup de temps, ça demande des bras qu'on n'a pas toujours. Puis ça va juste augmenter dans les prochaines années. Le volume d'examens aussi augmente sans cesse. On a de plus en plus d'indications. Les médecins aiment nos examens, donc ils en demandent plus. Mais même chose en radiologie. J'ai l'impression que les gens demandent de plus en plus d'examens là, de toutes sortes, d'imagerie. Puis nous aussi, on a quand même des nouvelles machines en installation dans plusieurs centres. Là, on appelle ça les TEP digitales, qui vont plus vite. Donc, ça permet de faire des images en quelques minutes. Alors que, anciennement, là, ou même jusqu'à récemment, ça prenait des fois 40 minutes, 45 minutes faire un examen. Donc là, d'un coup, si tu peux faire un patient aux 4-5 minutes, ça augmente la charge. C'est ça. Ça te fait beaucoup plus de patients par jour. Bon, c'est sûr que là, il y a la balance entre qu'est-ce qu'on peut faire. Aussi, à chaque patient, il faut l'injecter. Donc, le radiotraceur coûte quand même des sous. Donc, c'est pas illimité. On peut pas en faire 100 par jour. Mais oui, ça va augmenter définitivement dans les prochaines années. Puis, est-ce que c'est vous qui faisiez ces procédures-là, d'injecter le traceur, tout ça, ou vous avez des techniciens avec vous aussi qui travaillent, qui sont spécialisés là-dedans? Oui, donc, c'est pas nous, c'est les technologues en médecine nucléaire. C'est une technique de formation qui se fait au collégial, au collège Annecy, qui est différente de la technique en radiologie, en radiodiagnostic. Donc, eux, ils font vraiment spécifiquement médecine nucléaire. C'est une très bonne formation. D'ailleurs, on encourage n'importe qui serait intéressé à explorer. Là. En ce moment, il y a une pénurie aussi de technologues, entre autres en médecine nucléaire, mais dans plusieurs domaines en santé. Là. Donc, ça nous touche aussi. Parce qu'il faut les deux, en fait, pour les besoins. C'est ça. Puis est-ce que, comme en radiologie, vous avez utilisé un peu l'intelligence artificielle pour vous aider à, justement, avec le volume de... Pas pour l'instant. Je pense que nos examens sont quand même un petit peu plus, je ne vais pas dire complexes, mais c'est juste d'intégrer toute la notion de physiologie, puis les examens qui se font de manière dynamique parfois, là, que c'est un petit peu plus compliqué de joindre ça à l'intelligence artificielle. Il y a certaines sphères en développement, entre autres en neuro, où ça se fait pour faciliter le diagnostic, mais on n'est pas du tout à un stade où ça remplace, là, où ça détecte les lésions à notre place. Fait qu'en ce moment, comment vous gérez l'augmentation d'avoir de cas? On travaille plus. OK. On travaille plus d'heures, plus de jours. Oui, mais c'est ça, on essaie de balancer. C'est pas toujours évident. Ouais. On dirait, c'est comment d'être dans une spécialité comme ça qu'on dirait que c'est comme sans fin. J'ai l'impression que c'est le nombre de new studies, mettons, d'images qui arrivent, puis là, c'est comme vous pourriez travailler, j'ai l'impression, comme sans fin. Un peu comme à l'urgence, là, j'imagine. Il y a toujours des cas qui arrivent, un flow constant. Genre, c'est comment de... J'imagine qu'il faut se mettre un mindset de bon, une fois qu'il faut que j'arrête, Oui, c'est ça. Il faut accepter qu'on peut pas tout faire. Faut aussi reconnaître ses limites parce que si on lit des examens, mais on est trop fatigué, on est inattentif, on peut faire des erreurs, c'est certain. Mais je pense que toutes les spécialités vont avoir ce problème-là, ou il y en a qui l'ont déjà d'ailleurs, mais comme quand on demande une consulte à un spécialiste, peu importe la spécialité, c'est sans fin, ça aussi. Ouais. Il y a toujours des listes d'attente, des gens en attente de dialyse, des gens en attente de consultation de cardio. Il y en a toujours. Donc, ils font un certain nombre de rendez-vous par jour. Ils peuvent pas en faire plus. Puis, c'est ça. On peut pas toutes les faire en même temps. Ouais. Est-ce que vous diriez qu'il y a certaines caractéristiques nécessaires pour aimer la médecine nucléaire? Est-ce qu'il faut aimer les machines un peu, les gadgets? Genre, qu'est-ce qui est vraiment essentiel à quelqu'un pour qu'il s'épanouisse dans ce domaine-là? Ben, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui aime travailler un peu en solo, là, d'une certaine façon, parce que quand même plusieurs heures par jour, c'est dans ton bureau à lire les examens. Même si on voit des patients, ça reste qu'une bonne partie de notre pratique, c'est du diagnostic d'imagerie médicale. Donc, quelqu'un qui ne vit pas sans patient à côté de lui 24 heures sur 24, en tout cas, pas 24 heures, mais à chaque fois qu'il rentre dans l'hôpital, ça lui prend des patients autour. Et il va être un petit peu malheureux, peut-être. Donc, oui, ça prend ça.
Puis effectivement, je pense que spécifiquement pour la médecine nucléaire, il faut quand même aimer un petit peu l'aspect science fondamentale, comprendre la radiation, les radiopharmaceutiques, comment ça fonctionne, parce que même si au quotidien, c'est des notions qu'on ne va pas nécessairement utiliser tout le temps, mais il faut quand même comprendre comment ça marche. Puis quand on étudie les fondements de la spécialité aussi, ça demande quand même du travail à ce niveau-là. Donc, quelqu'un qui n'aime pas du tout la physique, ça va être un petit peu difficile les 5 années de résidence, je pense. Oui, clairement. Je voudrais qu'on revienne un peu à votre recherche, là, plus en des conditions neurodégénératives. Mettons qu'on s'imagine là, jusqu'où ça pourrait aller en termes de trouvailles là, dans le domaine, puis d'aider les conditions, ça serait comme qu'est-ce que ça pourrait amener dans ces conditions-là qui sont, je dirais, comme je dis, encore vraiment dans la zone grise, de, comme on sait pas trop ce qui se passe avec ça. Oui, bien, je pense qu'en neuro, spécifiquement, c'est un des endroits où les développements sont le plus près de la pathologie. Donc, la neuropathologie, c'est-à-dire. Mm-hmm. Donc, des diagnostics qu'avant, il y a même pas si longtemps que ça, on pouvait poser seulement à l'autopsie. Mm-hmm. Il y a pas si longtemps, on disait, bien, on pense que ce patient-là, il a un Alzheimer, mais on va voir quand il va être mort. Puis je pense que c'est un peu ça encore qu'on voit dans nos cours. Ouais, nous, c'est ça qu'on s'est fait dire. Ouais, bien, ça, c'est plus vrai. OK. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on développe des traceurs qu'on injecte aux patients pour faire des images, puis on est capable de prédire la pathologie à l'autopsie, essentiellement. Donc, je pense que ça va être un des développements qui va être le plus intéressant, surtout qu'il y a des traitements qui s'en viennent et qui ont déjà commencé, entre autres aux États-Unis, avec les anticorps pour les plaques amyloïdes. Bon, c'est pas encore approuvé au Canada, ça coûte extrêmement cher, mais peut-être qu'un jour, on va avoir encore des meilleurs traitements pour les protéines tau, entre autres. Donc ça va vraiment changer beaucoup la dynamique. Là, on sera plus dans le patient a une maladie neurodégénérative incurable. On peut rien faire. On peut rien faire. Là, on va être dans le diagnostic précoce, traitement précoce, prévenir la démence, en fait. On va attraper les patients assez tôt pour prévenir un déclin cognitif assez important, même peut-être maintenir leur niveau fonctionnel. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Ah, c'est fou. Puis, est-ce que vous pensez que les marqueurs que vous développez, ça va être vraiment pour le diagnostic? Peut-être qu'ils pourront servir également comme traitement? Nous, en médecine nucléaire, ça va être plus pour le diagnostic. Pour le traitement, ça sera difficile parce que les traitements qu'on fait, souvent, c'est en oncologie, ça a quand même un rayonnement un petit peu plus étendu. Là, donc, d'appliquer ça dans le cerveau, il y aurait trop d'effets secondaires de la radiation. Je pense pas que ce serait envisageable. Puis, jusqu'à ce que, mettons, le traitement soit vraiment disponible puis comme sur le marché, est-ce que ça fait quand même vraiment une différence de pouvoir mettre le diagnostic, que les gens puissent savoir vraiment ce qu'ils ont? Genre? Oui, moi, je pense que oui, définitivement. Surtout les jeunes patients. Les patients, on en voit régulièrement des patients dans la cinquantaine, dans la début soixantaine, qui travaillent encore, qui ont des troubles cognitifs. Est-ce que c'est un Alzheimer ou non? Ça fait une grosse différence. Ouais. Est-ce que je peux continuer à travailler? Est-ce que je peux continuer à être avocat, comptable, médecin? T'sais? Si tu sais que tu as un Alzheimer précoce, tu sais que ça va se détériorer. Ça a un gros impact sur ce que tu peux faire, ce que tu vas pouvoir faire dans 3, 4, 5 ans, ton espérance de vie, la planification financière, familiale, tout ça. Je pense que ça a vraiment un gros impact. Ouais. Puis qu'il peut y avoir aussi d'autres conditions connexes qui, elles, peuvent se traiter, j'imagine. Oui, c'est ça. Des fois, on voit des patients qui ont, exemple, une histoire familiale, ils s'inquiètent, ils ont un petit peu les troubles cognitifs, ils sont pas certains si c'est un Alzheimer qui commence. On fait l'examen, c'est normal, mais c'est très rassurant pour eux parce qu'ils savent que dans les prochaines 3 à 5 ans, mais ils vont pas se détériorer. Puis est-ce que c'est routine en ce moment qu'il y a des gens avec des troubles cognitifs se font faire un scan? Oui. Des TEP scans cérébrales, on en fait. C'est sûr que nous, on est le centre de référence pour ça. On est un peu biaisé, là, mais au CHUM, on en fait au moins, je dirais,
entre 30 et 40 par semaine minimum. Quand même. C'est vraiment intéressant. Là. Puis, est-ce que de vos recherches, mettons, c'est quoi en particulier? Moi, les recherches que je fais, c'est surtout pour les nouveaux traceurs, donc les traceurs pour les protéines tau, entre autres, que j'ai fait aussi pendant mon fellow, puis les traceurs amyloïdes, donc tout ce qui est plus l'aspect pathologique. Donc, on regarde plusieurs choses, là, entre autres, comment est-ce que ça prédit l'évolution des patients, si ils sont positifs à un ou l'autre des marqueurs, comment ils vont évoluer dans le temps. Comment on fait pour interpréter correctement ces examens-là aussi. Il y a différentes... c'est des examens qui sont nouveaux, donc est-ce qu'on peut améliorer notre lecture? C'est ça. Des choses qu'on ne s'attend pas à trouver non plus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un nouveau traceur, donc des fois, on a des surprises. Ouais. Vous incluez comment la recherche dans votre temps clinique? Ça, c'est un peu difficile. Ah ouais? Oui, en ce moment, c'est dans mes temps libres. Donc, les journées où je suis pas à l'horaire, ce qui est rare, là, mais c'est ça. Au lieu de me reposer, je fais de la recherche. C'est pas évident. C'est sûr que si on était plus de monde, ça permettrait d'avoir plus de temps protégé pour la recherche, ce qui est très difficile à avoir de nos jours. Puis je me demande aussi, vous êtes un peu un service de consultation, donc les gens vous envoient. Fait que c'est comment aussi travailler avec des gens de tous les départements. Vous devez avoir une capacité de travailler de façon interdisciplinaire qui est élevée, là, j'ai l'impression. Oui. Ce qui aide beaucoup, c'est que, en tout cas dans notre centre, là, nous, on participe aux réunions multi, donc surtout les tumor boards en oncologie, mais aussi d'autres types de réunions multi, ce qui nous permet de bien connaître les référents, de discuter des cas avec eux. Donc, on leur montre les images aussi. Comme ça, eux, ils comprennent nos examens, ils comprennent ce qu'on décrit dans nos rapports. Puis nous, on comprend à l'inverse ce qu'ils cherchent, comment ça influence leur traitement, qu'est-ce qu'ils veulent savoir, pourquoi ça change pour la chimio, pour la radio. Donc, comme ça, on améliore, je pense, la qualité du travail là, des deux côtés. Donc, je pense que ça aide vraiment. Mais effectivement, il faut quand même être... il faut avoir des bonnes relations interpersonnelles, interdisciplinaires. De nos jours, je pense qu'on ne peut pas pratiquer aucune spécialité médicale en étant tout seul dans notre coin. Ouais. Ça se fait plus comme ça en 2022. Puis, en général, est-ce que les autres spécialités, mettons, ils ont une bonne connaissance de c'est quoi la médecine nucléaire? Ça dépend des spécialités. C'est sûr qu'on a des référents qui nous connaissent beaucoup, qui demandent beaucoup d'examens, comme les oncologues, les radio-oncologues. Bon, évidemment, eux, ils savent. Ouais. C'est ça. Mais il y a d'autres spécialités où c'est peut-être un petit peu plus méconnu, entre autres médecine familiale. Des fois, c'est un petit peu plus nébuleux ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qu'on demande comme examen. Bon. Puis après, ça dépend. J'ai l'impression que c'est plus spécifique, comme en cardio, ils connaissent super bien nos examens de cardio, les examens de TEP qu'on fait pour la cardio. C'est vraiment selon les pathologies qu'eux vont traiter, voir. Fait que les réquisitions que vous recevez, en général, les gens sont capables de bien vous guider. En général, oui. C'est bon. Puis c'est comment ne pas suivre le patient? Genre, est-ce que vous le suivez à long terme? Est-ce que c'est avec les tumor boards, ça, vous avez une conclusion un peu de qu'est-ce qui arrive, puis comment ça avance? Ou souvent, c'est plus un snapshot dans sa vie? Oui, on n'a pas vraiment de suivi longitudinal, je dirais, sauf pour exception les traitements qu'on fait en oncologie où là, on va voir le patient pendant quelques mois, mais même là, c'est pas sur toute la durée de sa vie ou de son cancer. C'est juste pendant qu'il va recevoir notre traitement. Donc, oui, c'est sûr que des fois, c'est un petit peu... tu te dis, bon, ben, j'ai passé les 6 derniers mois à voir ce patient-là, à le traiter. Souvent aussi, c'est que c'est des traitements palliatifs qu'on fait, là. Donc, c'est des patients qui sont pas opérables, qui sont déjà métastatiques. Donc, c'est ça. C'est sûr que des fois, c'est un petit peu triste, là, si on peut dire, mais ça fait partie de notre spécialité. Là, on n'est pas des médecins traitants, vraiment, là, pour aucune maladie. Comme tu dis, on est plus des consultants, donc... Mais on s'adapte. Je pense qu'on apprend à en retirer quand même
de cette relation-là qu'on a avec les patients, même si c'est bref, puis ça reste quand même gratifiant. Ouais. C'est quoi que vous aimez le plus puis le moins, mettons, de votre spécialité? Le plus... bon, évidemment, en termes d'examen, je vais dire la neuro, là, parce que on adore, mais... Ah ouais, non, j'ai pas remarqué. Dans la spécialité en général, ce que j'aime le plus, moi, c'est de vraiment garder une connaissance dans tous les domaines. C'est ça que j'aime. Même si je suis spécialisée en neuro, je vais quand même faire la cardio, l'onco, tout le reste. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est rare, les spécialités où tu peux vraiment faire ça. Donc ça, j'aime vraiment ça. Ce que j'aime le moins... je dirais que peut-être c'est, comme on parlait tantôt, le volume que nous, on peut pas vraiment contrôler. Donc, des fois, le sentiment d'être un petit peu submergé par le travail à faire, là, qu'on contrôle pas. Mais on apprend à vivre avec ça puis à faire du mieux qu'on peut. Le laisser aller. Là. Ouais, non, c'est sûr. Ça doit vraiment être épuisant. Parce que c'est ça, comme vous dites, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Vous ne pouvez pas vraiment rien changer, non, même si vous décidez de travailler des heures de fou. Non. Le volume va rester là. Il va toujours en avoir. Ouais. Ah, c'est ça. Puis, mettons, quelqu'un qui écoute ça, là, puis qui se dit, OK, là, ça me parle, là, je veux vraiment aller en médecine nucléaire. Est-ce que c'est très compétitif ou pas tant que ça? Est-ce qu'il y a des critères que vous diriez que quelqu'un devrait avoir dans son CV, mettons? Ben, oui, c'est très compétitif, surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup de places en résidence. Il y a juste 5 places au Québec par année. Puis on reçoit... c'est variable d'une année à l'autre, mais je dirais que dans les dernières années, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup plus d'étudiants qui viennent en stage chez nous, plus d'applications au CARMS. Donc, c'est sûr que oui, c'est quand même contingenté. OK. Donc, ce que j'aurais comme recommandation, ce serait de venir faire des stages, définitivement. Ça va... vous allez voir si vous aimez ça. Ouais. Puis de 2, ça permet aussi aux médecins puis aux résidents de vous connaître, puis de voir si vous seriez un bon candidat. Puis en stage, j'ai l'impression que c'est un domaine qui est tellement un peu méconnu que moi, par exemple, je me sentirais sans aucun outil. Là. Comment les étudiants pourraient se préparer, arriver et se dire « je veux faire la médecine nucléaire, mais je sais pas trop comment me préparer pour être bon dans mon stage. » Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est sûr que nous, on s'attend pas, quand les étudiants viennent, on s'attend à ce qu'ils soient ouverts d'esprit, intéressés, mais on s'attend pas à ce qu'ils connaissent nos examens nécessairement déjà en arrivant. Donc, c'est ça. Je pense que quelqu'un qui est intéressé, même s'il connaît pas vraiment la spécialité ou les différents examens, même de juste venir faire un stage de 2 semaines, ça peut juste permettre d'explorer, ne serait-ce que pour comprendre qu'est-ce qu'on fait, puis après ça, de bien prescrire les examens ou de voir qu'est-ce qui est possible de faire ou pas. Puis juste être ouvert d'esprit, puis ouvert à apprendre des nouvelles choses. Ouais. Puis est-ce que les candidats en général ont fait beaucoup de recherches avant de rentrer? Je pense que dans les dernières années, oui, là, plus qu'avant, parce que ça devient de plus en plus contingenté. Mais je pense que quelqu'un qui est vraiment intéressé, qui démontre son intérêt en faisant des stages, pourrait aussi être accepté s'il y a un bon dossier sans nécessairement avoir fait de recherche. C'est pas une condition sine qua non, mais c'est sûr que quand ça devient plus contingenté, ça a tendance à ajouter une petite coche de plus les gens qui ont fait un petit peu de recherche, puisque ça démontre juste un intérêt plus marqué pour la vie académique en général. Est-ce que, vous dites que ça démontre un intérêt pour la vie académique, mais est-ce que vous prendrez quelqu'un qui viendrait vous dire « je fais pas de recherche puis que je veux absolument aller en communautaire » ? Oui, c'est ça. Comme je dis, moi, je pense pas que c'est une nécessité absolue. C'est juste que dans le contexte actuel, disons, si on reçoit, je sais pas moi, 60 ou 70 candidatures pour 2 postes qu'on a, nous, à l'Université de Montréal, c'est sûr que la personne qui va se démarquer le plus, c'est possible qu'elle ait fait un petit peu plus de recherche, mais ça veut pas dire que le fait d'en avoir fait pendant l'externat ou pendant la résidence, ça oblige quelqu'un à travailler en centre universitaire. Je pense que les gens, ils peuvent décider que c'était une expérience intéressante, puis après ça, de se diriger vers le communautaire.
En résidence, par contre, de plus en plus, dans tous les programmes de spécialité d'ailleurs, c'est encouragé de participer aussi à la recherche. Ouais. Donc, je pense que ça aide. C'est sûr. Puis est-ce que c'est aussi bien de faire des stages, mettons, en oncologie, si on veut aller en médecine nucléaire? Oui, ça pourrait être pertinent. Okay. Nous, dans notre tronc commun, on a des stages d'oncologie médicale, adulte et pédiatrique. Mais donc, c'est pas nécessaire d'en avoir fait avant d'appliquer, mais quelqu'un qui s'intéresse à l'oncologie, qui est pas certain s'il veut aller plus vers le volet traitement actif, suivi à long terme, radio-oncologie, médecine nucléaire, ça peut quand même se recouper un petit peu dans certaines sphères. Là. C'est sûr que nous, on fait plus de diagnostics, beaucoup plus que de traitement, mais ça pourrait être intéressant pour comparer. Oui, justement, là, j'ai une question qui ne peut pas vraiment reliée à si on veut rentrer ou pas, là. Mais est-ce que si vous identifiez un cancer, mettons, sur une image, qui fait l'annonce au patient, mettons? Est-ce que c'est l'oncologue ou c'est vous? Habituellement, c'est pas nous, sauf les patients que nous, on traite directement. Donc, si, exemple, moi, je traite un patient, je fais les images avant de le traiter, puis là, je vois quelque chose de nouveau, là, c'est moi qui vais lui dire. Mais je dirais que c'est vraiment une minorité des cas. Habituellement, quand on fait les examens, c'est plus pour un cancer qui soit soupçonné ou déjà connu. Donc là, à ce moment-là, c'est le médecin référent, soit l'oncologue ou pneumologue ou autre qui va recevoir notre rapport, puis après ça, lui, il va faire la divulgation aux patients de qu'est-ce qu'on a trouvé. Fait que c'est très rare que vous feriez la première annonce pour un patient. C'est Puis, est-ce que, mettons, si vous deviez vendre votre spécialité à quelqu'un qui nous écoute, là, parce que là, on voulait recruter des gens, là, on voulait avoir plus d'effectifs, qu'est-ce que vous diriez à un étudiant là, pour leur dire de venir en médecine nucléaire? Ben, moi, je dirais que c'est vraiment la plus belle spécialité, c'est certain. Je suis biaisée. Non, je pense que, sans blague, c'est une très belle spécialité d'un point de vue stimulation. C'est en constante évolution. On touche à tout. Ça permet vraiment à quelqu'un qui a un intérêt focalisé de se spécialiser s'il veut, mais si il veut pas, ben, il peut faire vraiment de tout, tout au long de sa carrière même. On a quand même une belle qualité de vie, je pense, là, malgré tout, dans la plupart des milieux. Le fait qu'on ait des petites équipes aussi, ça permet d'avoir des relations très proches avec ses collègues et même avec tous les autres nucléistes de la province. En fait, moi, je les connais presque tous parce qu'on est tellement peu, 100 quelques, là, donc on se connaît vraiment tout le monde. Si je peux appeler quelqu'un dans un autre hôpital, dire « oui, tel patient, qu'est-ce que t'en penses? » Des fois, les gens m'appellent des cas de neuro. « Ah, est-ce que tu peux regarder ce cas-là? J'aimerais avoir ton avis. » Je pense que c'est vraiment bien d'avoir une petite spécialité comme si c'est vraiment une famille. Une belle communauté. Oui, c'est ça. J'ai l'impression aussi, quand vous parlez de quelqu'un qui a toujours besoin de stimulation intellectuelle puis de défis, j'ai l'impression que ça pourrait remplir ce besoin-là, les gens qui veulent toujours en apprendre, en savoir plus. Puis... Oui, tout à fait. Je pense que c'est quand même rare les spécialités où il y a autant d'innovations, de nouvelles technologies. Je pense en oncologie, il y en a beaucoup aussi, des nouveaux traitements, etc. Mais notre spécialité, c'est vraiment une des spécialités où ça évolue le plus. Même entre le temps où moi, j'ai fait ma résidence, qui il n'y a pas si longtemps que ça, et maintenant, ça a évolué. Ouais. Est-ce que c'est un défi pour certains gens qui sont dans cette spécialité-là, de voir qu'ils pop, mettons, aussi? Oui, je pense que surtout peut-être pour les patrons qui sont un petit peu plus âgés, ça peut être difficile à l'occasion, là, quand il y a des nouveaux développements de pouvoir. C'est pas le désir, mais c'est le temps puis la capacité d'aller se former dans un autre... Des fois, il faut aller dans un autre hôpital. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qui fait qu'il y a certaines choses qui sont un petit peu ségrégées là, pour l'instant, mais je pense qu'avec le temps, ça va devenir plus homogène. Ouais. C'est quand même plus un beau problème. Et sinon, est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux étudiants qui, comme nous, en ce moment, est perdus puis ne savent pas ce qu'ils veulent faire? Moi, je vous dirais de vraiment garder l'esprit ouvert, explorer toutes les spécialités, même si c'est des stages juste de 2 semaines. C'est sûr que c'est pas beaucoup 2 semaines, mais c'est mieux que rien. Puis, on ne sait jamais, vous pourriez avoir un coup de cœur. Donc, c'est important de pas juste
se focaliser sur une spécialité, je pense. Mais merci beaucoup. C'est un bon conseil, je pense. Ouais, vraiment. Puis aux auditeurs, n'oubliez pas d'aimer notre page Instagram, Facebook, notre chaîne YouTube. Puis parlez-en à vos amis si vous aimez notre podcast. Merci. À la semaine prochaine.